En mai 1980, la police va appréhender un jeune voleur de voiture de 17 ans nommé William Pugh. Pendant son interrogatoire, le jeune homme va révéler des choses qui vont glacer le sang des policiers, mais surtout débloquer une affaire sur laquelle il pêche depuis bientôt 1 an, l'affaire du Freeway Killer, ou plus communément appelé le tueur de l'autoroute. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, si vous en avez déjà entendu parler, mais si c'est pas le cas, n'hésitez pas à vous installer bien confortablement, à prendre quelque chose à manger, et c'est parti pour l'histoire du jour. Dans l'été 1979, le corps dénudé de Marcus Grabs, un étudiant allemand, va être retrouvé complètement mutilé près de la Malibu Canyon. L'adolescent semble avoir vécu l'enfer. Son corps présente 77 coups de lame. Une corde en nylon orange est retrouvée tout autour de son cou et un fil électrique est enroulé autour de sa cheville. C'était un étudiant qui parcourait les États-Unis à pied et faisait du camping de temps en temps. Il a été vu pour la dernière fois sur l'autoroute de la côte pacifique près de Newport Beach le 5 août 1979, montant à bord d'une voiture. Aucune piste, aucun indice va permettre à la police d'avancer sur cette affaire. Elle sera donc très vite classée. Mais ils sont très loin d'imaginer qu'ils ont affaire à un tueur qui vient de prendre goût au meurtre. 3 semaines seulement après que le corps de Marcus ait été retrouvé, ça va être celui d'un adolescent de 15 ans, Donald Hayden, que la police va retrouver dans une benne à ordures, une nouvelle fois près d'une autoroute, mais cette fois-ci la Ventura Freeway. Avec ce crime, la violente va monter d'un cran, et d'après l'autopsie, il aurait été violé, égorgé, étranglé, et le tueur aurait même tenté de le castrer. Vous imaginez un peu la violence. Toujours aucune piste, toujours aucun indice, toujours aucune trace, la police est complètement démunie et surtout va faire face à une vague de meurtres aussi impressionnante que rapide. Le 12 septembre 1979, on est encore à quelques jours de la découverte de la dernière victime, ça va être le corps de David Murillo, âgé de 17 ans, qui va être découvert près de la Ventura Freeway, la même autoroute qu'on a découvert juste avant le dernier corps. Il aurait été aperçu pour la dernière fois 3 jours avant, il allait à vélo au cinéma et c'est la dernière fois que quelqu'un l'aura aperçu à ce moment-là. Son crâne a été fracassé avec un démonte pneu. Il avait également été violé et étranglé. Donc là, la violence est moins impressionnante que celle du crime d'avant, mais la vitesse à laquelle les crimes vont s'enchaîner est juste impressionnant. La police est complètement démunie face à ça, elle ne sait absolument pas quoi faire sans avoir aucune preuve et surtout aucun indice. En décembre 1979, ça va être le corps sans vie de Dennis Frank Fox, âgé de 17 ans, qui va être découvert près de la Ortega Highway et de l'autoroute inter-État, encore une fois près d'une autoroute. À ce stade-là, la population californienne n'avait aucune conscience qu'un tueur en série était en train de sévir tout près d'eux et que surtout il s'attaquait principalement à des adolescents. D'après le journaliste J.J. Maloney, journaliste qui d'ailleurs révélera l'affaire par la suite, la police considérait que toutes les victimes étaient des homosexuels et que la population ne se souciait donc pas d'eux. Voilà. On rappelle, on est en 1979. Forcément, les mentalités à cette époque-là ne sont pas top niveau. Voilà. Mais en réalité, la police, elle voulait juste pas que ça se sache puisqu'ils voulaient éviter un fiasco médiatique comme récemment la police de Los Angeles a eu. En effet, elle avait subi lors de l'enquête, alors je vais peut-être mal le prononcer, mais les Hillside Stranglers, c'était 2 cousins qui avaient assassiné 9 jeunes femmes en 1977. La police à ce moment-là avait bâclé l'enquête, dépensé des millions de dollars et les tueurs avaient finalement été arrêtés par la petite police de la ville de Bellingham dans l'état de Washington. Ils avaient subi une tollée médiatique et la police de la Californie ne voulait absolument pas avoir la même chose dans leur service. C'est pourquoi ils voulaient absolument pas ébrouter cette affaire dans le risque qu'ils se plantent, tout simplement. Et par conséquent, ne pas prévenir la population signifiait aussi laisser le champ libre à ce tueur. Et quand on prévient pas une population, elle ne peut pas se protéger puisqu'elle n'a pas conscience du danger. Elle peut laisser justement leurs adolescents sortir à vélo au cinéma par exemple et ne pas avoir conscience que il y a un tueur d'adolescents qui rôde dans les parages. C'est à ce moment-là du coup que le journaliste Maloney décide, enfin estime en tout cas,
que la population est en droit de savoir ce qui se passe, et surtout que les adolescents qui font de l'autostop dans la Californie sont clairement en danger. Donc il contacta la police pour essayer de leur faire justement une déclaration, mais la police a répondu, je cite, que les hommes étranglés étaient un sous-produit normal de la grande communauté homo de la région, et que personne s'en souciait. Super! Le 24 mars 1980, le journaliste malhonnête décide que c'en est trop, il faut que la population soit au courant. Il va donc publier un article sur les meurtres en le surnommant pour la première fois le Freeway Killer. Étant donné que la majorité des corps et des victimes sont retrouvés près d'autoroutes ou ont été vus par la dernière fois en train de monter dans une voiture près d'une autoroute. À ce moment-là, c'est pas moins de 10 victimes qui vont être découvertes par la police à ce stade de l'affaire. Malheureusement, le capitaine de police de l'époque, Walt Hornby, réfuta l'existence d'un tueur en série en disant, je cite, « Le Freeway Killer est le fruit de l'imagination des journalistes. Je pense que c'est le journal The Orange Country Register, désolé pour mon accent, qui a commencé avec ça. Cela a provoqué beaucoup de peur concernant un tueur ou un groupe de tueurs, mais il n'existe aucune preuve corroborant quoi que ce soit. » Au travers de ces mots, encore une fois, la police tente de cacher ce qui se passe réellement, et encore une fois de se dédouaner de toute responsabilité s'il n'arrive pas à récupérer et à trouver le tueur. Malgré les déclarations du capitaine de police, la télé ainsi que les journaux vont continuer à poster des articles sur ce qu'il se passe justement près des autoroutes pour avertir la population, donc sa déclaration n'aura clairement servi à rien, et tant mieux. Mais au final, le mois va continuer à passer, les victimes continuent à s'entasser et la police va être obligée de reconnaître publiquement qu'effectivement il y a sûrement un tueur en série qui sévit dans les parages. Comment passer pour un con? Vraiment. À partir du moment où c'est un journaliste qui sonne l'alerte en premier, je trouve que t'as un petit peu l'air con quand même. À ce moment-là, le journaliste malhonnête, celui qu'on entend parler de tout à l'heure, affirme qu'il a reçu une liste secrète des victimes du Freeway Killer avec une description précise des crimes. Cette liste, qui est nommée les étrangleurs de la Californie du Sud, montrait que la police était au courant. Depuis le début de l'année 1978, un tueur en série œuvrait dans la région. Et d'ailleurs, après l'arrestation du Freeway Killer, la police veut dissimuler le fait qu'un autre tueur en série sévissait en même temps que lui sur la même région. Ils ont peut-être même dû se croiser et s'attaquer également à des adolescents. Ce tueur d'ailleurs va être arrêté plus tard, ce sera Randy Kraft. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un tueur en série également. Il a été plus sadique que le Freeway Killer et lui il sera arrêté en mai 1883, donc très peu de temps après. Donc vraiment, il y a peut-être des victimes qui ont été attribuées à l'un et à l'autre parce qu'au final ils avaient quasiment le même mode opératoire, un peu plus violent du côté de Randy Kraft, mais ça reste des personnes qui ont sévi vraiment en même temps dans la même région. Très peu probable quand même. Le bon coup de filet. C'est donc en mai 1980 que la police va donc arrêter William Pugh, un voleur de voiture de 17 ans, et qui va le confronter en interrogatoire en lui faisant comprendre que clairement ce qu'il attend c'est la prison. Avec une peur énorme d'aller en prison, William va négocier justement un accord avec la police en leur disant détenir des informations sur le fameux Freeway Killer qui justement sévit en ce moment, et la police, étant complètement bloquée sur cette affaire, va accepter. William Pugh va affirmer qu'au-delà de connaître l'identité de cette personne, il aurait même participé à un meurtre avec ce dernier. Oui, s'accuser d'un meurtre contre un vol, je sais pas si c'est forcément bien, mais je pense que cette personne avait déjà des antécédents, donc allait finir en prison. Mais je pense que c'était pas la bougie la plus éclairée du paquet. Oui. Il se met donc à raconter ce qu'il connaît et ce qu'il sait sur cette personne, en lui disant que ce mystérieux personnage lui aurait même montré la liste des victimes qui étaient publiées dans The Orange Country Register à l'époque, avec la liste des victimes, et qu'il aurait expliqué sur chaque victime comment il aurait procédé et comment il les aurait tuées, avec précision. Il va d'ailleurs ajouter que la boîte à gants dans le van de cette personne était remplie d'articles qui parlaient justement ou qui mentionnaient le nom du Freeway Killer, avec des petites annotations, des petits reliquats, des petites choses comme ça, vraiment parce qu'il se nourrissait de tout ce qu'il voyait sur lui en fait. La police va donc lui proposer de passer 6 années en prison pour le meurtre qu'il a avoué avoir commis avec le Freeway Killer, en échange de son témoignage contre cette personne au moment du procès. Évidemment, William va accepter tout de suite. C'est alors que dans un silence glacial, un nom est donné, celui de William Bonin, qui serait donc le Freeway Killer. Mais qui est cet homme qui entasse les victimes depuis plus d'1 an, dans l'obscurité et sans laisser la moindre trace? Est-ce que dans son enfance, est-ce que dans son passé, il y avait des signes précurseurs qui deviendraient un tueur en série macabre? Une enfance détruite. William George Bonin est né le 9 janvier 1947 en Californie.
Son père était un vétéran de l'armée, alcoolique, violent et surtout irresponsable. Il a même joué l'hypothèque de sa maison aux cartes. William ne connut pas énormément son père puisqu'il quitta le domicile familial quand il est très jeune pour aller dans l'hôpital des vétérans de l'armée où il décédera peu de temps plus tard d'une cirrhose du foie due à l'alcool. Sa mère, Alice, était pas plus attentionnée et pas plus présente pour lui. Elle abandonnait souvent William ainsi que son petit frère aux mains de son propre père, bien que ce dernier l'ait violé durant son enfance. Soit un... je peux pas dire le nom, mais quelqu'un qui aime les enfants, quasiment certainement. Évidemment, sa mère, comme son père, était addict au jeu. Elle passait tout son temps libre à jouer au bingo, oubliant carrément ses enfants. D'ailleurs, d'après le voisinage de la famille, les enfants, William Bonin ainsi que son petit frère, étaient constamment vus crasseux, mal vêtus et affamés, puisqu'ils étaient complètement livrés à eux-mêmes dès leur tout jeune âge. À seulement 8 ans, William Bonin va fuguer, ou alors il fut chassé par sa mère, il y a plusieurs versions qui existent, et va errer et vivre de petits vols, et d'ailleurs il sera arrêté pour vol de plaques d'immatriculation dans le Connecticut, et va être envoyé dans un centre d'éducation surveillé pour mineurs à l'époque. Malheureusement, ce centre va rien avoir d'éducatif. William va être violé par les adolescents les plus âgés. Le centre, c'est simple, c'était un endroit où la violence, le sadisme, les bagarres étaient très courantes et faisaient partie du quotidien. Selon les rapports médicaux de l'époque, centre d'éducation, Bonin fut un jour approché par un adolescent plus vieux que lui qui voulait avoir des rapports sexuels avec lui. Je rappelle qu'il est âgé de 8 ans à l'époque. Je cite ce qu'il y avait écrit dans ce rapport. « Bien qu'il fût apeuré, Bonin accepta de coopérer si l'adolescent lui attachait les mains derrière le dos, ce qui, selon lui permettait de se sentir plus en sécurité et moins effrayé. » Il a 8 ans. Donc on imagine un peu si s'il a le réflexe de demander à être attaché, qu'est-ce qu'il a vécu dans son enfance. D'ailleurs, pour le docteur Jonathan Pins, neurologue à l'hôpital de l'université de Georgetown, qui va examiner William Bonin durant son incarcération pour meurtre, cet incident va en dire long sur l'enfance de Bonin. Déjà, le fait que William, à 8 ans, ait des connaissances sexuelles et demanda d'être attaché, contraint, a conduit le docteur à penser qu'il a déjà été violé à ce moment-là, dans son enfance. Je cite. « Il est presque certain qu'il avait été abusé sexuellement, ligoté, forcé, par un ou des adultes antérieurement. » De toute façon, la plupart des enfances de tueurs en série, on a l'habitude, à force, c'est jamais très beau, hein. C'est jamais très soft, c'est toujours un peu l'horreur, hein. Faut pas se leurrer. Lorsque William Bonin put enfin rentrer chez lui, c'était trop tard, son état mental était beaucoup trop endommagé. Il ne voyait que par le sadisme et la violence. C'est simple, il n'y avait que ça. Il va commencer à abuser de son petit frère, des enfants du voisinage. Ça laisse absolument rien présager de bon. Et plus il grandit, plus il devient brusque, plus il devient cruel. Quand William atteint la majorité, il va se marier, mais va divorcer quasiment tout de suite après. Il s'engagera dans l'armée et va participer à la guerre du Vietnam. Il y passera plus de 700 heures au combat ou dans des patrouilles de reconnaissance en tant que mitrailleur hélicoptère. Ses états de service, étonnamment, reflètent que c'était un très bon soldat. Il a même reçu une médaille de bonne conduite, la Good Conduct Medal. Je sais pas pourquoi j'insiste à parler en anglais, je ne sais pas parler en anglais. Qui sont uniquement donnés aux soldats qui ont une conduite exemplaire, qui sont efficaces et surtout fidèles durant leur service. Quand on sait ce qui va se passer après, même avant au final, c'est assez étonnant. Mais, parce qu'il y a un mais, juste après son départ de l'armée, ses supérieurs vont apprendre qu'en fait, William Bonin était très loin d'être clean. Il aurait même agressé 2 soldats de son régiment en les menaçant avec son arme à feu. Voilà. Agressé sexuellement. Mais malheureusement, encore une fois, malheureusement, les autorités n'engageront aucune poursuite contre lui et préféreront étouffer l'affaire puisque ce genre d'affaire dans l'armée, c'est pas très beau. C'est à ce moment-là qu'il va revenir dans sa Californie natale et se faire embaucher comme chauffeur poids lourd, d'où le fait des autoroutes puisqu'il était tout simplement chauffeur. En 1969, William va être incarcéré pour avoir violé pas moins de 5 garçons dans le comté de Los Angeles entre novembre 1968 et janvier 1969. Il les avait enlevés dans son van, ligotés et abusés violemment. Il fut rapidement reconnu coupable, mais étant dérangé mentalement, il ne va pas être envoyé en prison, mais dans un hôpital psychiatrique, l'hôpital psychiatrique d'Atascadero, le même hôpital que Ed Kemper, si vous connaissez la référence. Il va être vu par des psychologues, des psychiatres, des neurologues, mais on sait absolument pas s'il a reçu un traitement à ce moment-là. Et d'ailleurs, durant les entretiens avec les différents corps de métier, il va affirmer, William Bonin, qu'il n'a jamais été abusé dans son enfance. Il réfute cette théorie, il ne veut pas en entendre parler. Les médecins vont trouver des altérations physiques et psychiques chez lui, notamment des dommages au cerveau, dans la zone qui est censée modérer les pulsions violentes. Voilà.
Ils vont trouver également des troubles bipolaires, maniaco-dépressifs et plusieurs cicatrices sur sa tête et ses fesses. Et quand on lui demande d'où viennent ces cicatrices, notamment sur ses fesses, il a jamais su l'expliquer, William Bonin, il a jamais su donner d'explication concernant ça. En mai 1974, il fut libéré et placé en liberté surveillée pendant 5 ans. Pourtant, c'est bien en 1975, même pas un an après, qu'il va libérer la bête qui dormait en lui et commencer sa macabre série. La naissance du Freeway Killer. Le dernier jour des vacances d'été en 1975, David McVicker, âgé de 14 ans, évidemment pas sur la photo que je suis en train de vous montrer, hein, on est d'accord, faisait de l'autostop tout simplement pour se rendre à Huntington Beach quand William Bonin, qui était dans les parages, l'aperçoit. Un sourire se dessine sur le coin de ses lèvres. Malgré que William Bonin est censé être surveillé à ce moment-là, il ne voit aucune voiture aux alentours, la voie est libre, personne ne le surveille. Il va garer lentement son van près de l'adolescent, descend sa vitre et invite David à monter dans le van. En voyant l'homme, David se méfie pas du tout et grimpe dans le van côté passager. Il témoignera après en expliquant qu'il avait absolument rien d'anormal, il n'y avait rien d'étrange, il était normal. Il n'y avait pas une tête de sadique comme on peut voir dans certains films. Après juste quelques minutes de route, William va demander à David s'il est possible qu'entre eux, il y ait une petite relation sexuelle. Tout de suite, un frisson parcourt le corps de David qui lui demande instantanément d'arrêter le véhicule et de le laisser descendre. Mais avant même que David ait le temps de placer sa main sur la portière ou sur la poignée pour ouvrir, William Bonin sort une arme à feu. Terrorisé, David tente rien et regarde le paysage défiler puisque la voiture reprend de plus belle et va s'arrêter dans un endroit isolé. Dès que le véhicule s'immobilise, William Bonin se jette sur l'adolescent et le viole. Après sa sombre besogne, satisfait, William Bonin est pris d'une étrange pulsion. Il passe son t-shirt autour du cou frêle de David et commence à serrer encore et encore. Le jeune garçon commence à suffoquer et se met à pleurer. C'est à ce moment-là que William Bonin va reprendre ses esprits et va desserrer son étreinte. Et va se mettre à le supplier de lui pardonner d'avoir tenté de l'étrangler. Quand on sait ce qu'il va faire après, c'est assez étonnant. Puis il va le laisser tout simplement partir. Oui. Cette agression sera la dernière où William Bonin va laisser sa victime partir en vie. Et surtout la dernière où il exprimera des regrets concernant ses actes. David va avoir le courage d'aller porter plainte et grâce à son témoignage, William Bonin sera condamné et reconnu coupable pour conduite lascive et obscène, mais pas de viol. Il ne sera pas reconnu coupable de viol. Je le rappelle, hein, il est en liberté surveillée, c'est-à-dire qu'il est déjà, c'est un peu comme du sursis quoi, il est en liberté surveillée et au final, il sera donc déclaré comme prédateur sexuel et va être libéré seulement 3 ans après. Bon, cette fois il aura été en prison, pas en hôpital psychiatrique, c'est toujours ça. Donc il sera libéré en 1978. Il va pas lui falloir plus d'1 an pour se retrouver à nouveau derrière les barreaux, parce que dans le comté d'Orange, il va être arrêté pour flagrant délit d'agression sur un autostoppeur de 17 ans. Quand on pense déjà là à tout ce qu'il fait, les viols, les agressions, etc., je comprends même pas pourquoi la police, quand ils ont commencé à enquêter sur le Freeway Killer, n'ont pas pensé à lui. Vraiment, je comprends pas. Et quand il va être justement arrêté pour le flagrant délit, alors là c'est lunaire ce qui va se passer. Ça va être une erreur dans le procès verbal de William Bonin qui va lui permettre d'être libéré avant son procès. Voilà. Et évidemment, il se présentera jamais à son procès, hein. C'est évident. Il a donc été libéré grâce à une faute administrative et c'est à ce moment-là qu'il va se promettre que plus personne ne pourra témoigner contre lui et l'envoyer en prison. Il ne veut plus y retourner, c'est terminé. Vous voyez ce que ça veut dire. L'arrestation et la sentence. Après avoir eu le nom de William Bonin par justement William Pugh, on se rappelle, la personne qui a été arrêtée pour vol quand il avait 17 ans en mai 1980, la police va décider du coup d'enquêter sur ce fameux William Bonin et pour ça ils vont le surveiller. Oui, le surveiller. D'ailleurs à ce moment-là, la police aurait pu éviter un meurtre, c'est assez énervant quand on lit ça d'ailleurs, puisqu'ils étaient, ils étaient censés le prendre en filature très régulièrement. Et du coup, ils auraient pu éviter la mort de Stephen J. Wales, âgé de 18 ans. Du 2 juin 1980, William Bonin, accompagné d'un complice, puisque vous allez voir qu'il avait souvent des complices, hein, il faisait pas ça tout seul, il aimait bien faire partager. Son complice à ce moment-là, c'était un chauffeur mentalement dérangé de 19 ans, appelé James Munro, prit un autostop, Stephen. Le jeune homme va monter dans la voiture sans imaginer l'enfer qu'il va vivre, comme d'ailleurs la plupart de ses victimes, j'imagine. D'après ce que James Munro racontera plus tard et ainsi que William Bonin, Stephen aurait accepté d'accompagner William et James dans leur appartement pour avoir des relations sexuelles avec eux. William proposait à Stephen $200 pour être attaché durant l'acte, chose qu'apparemment Stephen aurait accepté.
Mais dès qu'il fut attaché, William commença à se déchaîner sur lui, premièrement avec des insultes, et deuxièmement, il a commencé à le frapper. Son complice, James Monroe, affirmera lui qu'il a été se planquer dans une autre pièce pour ne pas assister à ça, et qu'il n'était pas présent durant la violence des actes. Peu de temps après, Bonin l'aurait appelé, et James dira plus tard dans son témoignage, je cite, « À ce moment-là, je sus que c'était réel. Bonin est allé chercher un verre d'eau, et je lui ai dit, « Hey, tu vas pas lui faire du mal, hein ?» Il a répondu, « C'est trop tard. Je l'ai déjà attaché. Alors je vais le tuer. » J'ai dit non, non, fais pas ça. Mais Bonin a répondu, il est trop tard. Il n'y a rien que toi au moins puissions faire pour arrêter ça. Contrairement à ce que disait James, Bonin lui affirme que James aurait aidé justement William à tuer Steven. Mais évidemment, James réfutera toute implication et dira que non, il s'est enfermé dans une pièce à ce moment-là. Il voulait pas participer à ça. Ça va être le 3 juin 1980 que le corps sans vie de Steven va être retrouvé derrière une benne à ordures près d'une station-service de Huntington Beach. Et du coup, pourquoi la police aurait pu empêcher ce crime? Donc la police devait surveiller à ce moment-là William Bonin. Cette nuit-là, ils ont effectivement surveillé William, mais ils sont arrivés à l'appartement de William seulement quelques minutes, théoriques, après que William et James aient quitté l'appartement avec le corps sans vie de Steven. C'est-à-dire que s'ils avaient placé leur surveillance une heure plus tôt, ils auraient pu sauver la vie de Steven. C'est très rageant. Durant les jours qui suivent, la police va continuer sa filature et sa surveillance, mais il se passe rien. William travaillait comme chauffeur poids lourd et ses journées se résumaient à aller au travail, rentrer, aller voir quelques amis, aller dans les bars, etc. Mais il se passait rien. La surveillance devenait très longue et les policiers commençaient à se dire que ça se trouve, William avait tout simplement grillé, en fait, qu'il était sous surveillance. Mais au moment où la police va commencer à désespérer, c'est à ce moment-là que William va faire l'erreur qui va le conduire tout droit en prison. Un soir, durant une de leurs filatures, ils vont apercevoir William Bonin dans son van aborder 5 garçons. L'un d'entre eux, Harold T., âgé de 15 ans, va monter dans le van avec William. Sous les yeux de la police, le van va s'immobiliser de longues minutes jusqu'à ce que les agents se disent « Bon, on va peut-être aller voir ce qui se passe. C'est peut-être pas normal qu'il soit tout seul avec un gamin de 15 ans dans sa voiture et que surtout le van ne bouge plus. » Et en ouvrant la porte latérale du van, ils vont trouver William en train d'abuser violemment de Harold. Il fut donc arrêté pour flagrant délit. Alors là, on va se dire « Ouais, ils auraient quand même pu intervenir un poil plus tôt puisque s'il était en train de l'agresser à ce moment-là, ça veut dire qu'il a quand même eu le temps de le faire passer d'ailleurs dans le van, de l'attacher, de le déshabiller, de se déshabiller et de passer à l'acte. Donc j'avoue que la police aurait dû intervenir et en même temps c'est très compliqué parce que s'ils auraient intervenu et qu'il se passait rien, ils n'auraient pas pu l'arrêter pour flagrant délit, voyez-vous. La police va donc fouiller le van de William et va retrouver à l'intérieur des couteaux, des cordes, de l'autocollant, d'ailleurs le même qui a été utilisé sur plusieurs victimes, et un joli petit album collectionnant tous les articles du Freeway Killer avec plein d'annotations de William, comme avait expliqué William Pugh à l'époque quand il avait expliqué que dans la boîte à gants il y avait beaucoup de choses. Il y avait un kit vraiment du tueur en série parfait, quoi, vraiment tout pour attacher, pour abuser une arme, enfin, vous voyez quoi. La police scientifique va prélever dans le van des fibres qui vont être comparées aux fibres retrouvées sur certaines victimes et ils matcheront avec succès. Après quelques temps, évidemment, on n'imagine pas que ça se passe comme ça, mais ça va matcher avec succès, 100%. Entre le 26 et le 29 juillet 1960, William George Bonin va être inculpé de 14 meurtres, vols, viols par le comté de Los Angeles et d'Orange. Ces différents complices vont être également arrêtés et inculpés. Le premier, ça va être Vernon Butt, inculpé lui pour 6 meurtres et 3 vols par le comté de Los Angeles. Et c'est lui qui va livrer en fait la liste des noms de tous les complices de William Bonin pour tenter de sauver sa peau, de trouver un accord avec la police pour sauver sa peau. Sans succès parce qu'il va être condamné le 29 octobre 1980 pour le meurtre de Mark Sheldon, Robert Wirostek et Daryn Kendricks, ainsi que de conspiration, enlèvement, vol, viol et perversion sexuelle. James Monroe, on s'en rappelle, qui avait participé au meurtre de Steven, celui qui aurait pu être empêché par la police d'ailleurs. Puis il était reparti dans son Michigan natal et il sera arrêté là-bas. Et il sera inculpé le 31 juillet 1980 pour le meurtre justement de Steven Wales. Le dernier complice sera Gregory Millet, qui sera arrêté le 22 août 1980 au Texas et sera inculpé pour le meurtre de Charles Miranda et James McBay de 2 vols et 1 viol. Je vous ai pas détaillé évidemment chaque meurtre puisqu'en fait le mode opératoire était quasiment le même, hein. Il enlevait les adolescents, souvent les abusait directement dans son van et les corps étaient retrouvés quelques jours après, souvent nus, mutilés ou attachés, etc. près de bennes, près d'autoroutes. Et souvent donc les
Complices qu'on a vu là, c'est des personnes avec qui il a partagé le meurtre de certaines personnes, ou le viol tout simplement, de ces jeunes adolescents. Donc je ne voyais pas l'intérêt de vous raconter chaque meurtre avec détail, je pense qu'il n'y a pas besoin. Selon la loi californienne, un meurtre commis avec des circonstances particulières, notamment accompagné de vol, torture ou de viol, peut être puni justement par la peine de mort. En décembre 1980, tous les anciens complices de William Bonin plaident coupables et décident donc de témoigner contre lui en échange d'éviter justement la peine capitale. Ils vont décrire lors du procès, quand ils vont témoigner, tous les crimes et raconteront en détail les tortures qu'infligeait William Bonin et surtout le plaisir qu'il éprouvait à chaque fois dès qu'il avait une victime en main. Le 11 janvier 1981, Vernon Butt, donc l'un de ses complices, se pend dans sa cellule. Peu de temps avant, il avait affirmé à la police qu'il ne pouvait pas résister au pouvoir hypnotique de William Bonin et qu'il regrettait la totalité de ce qu'il avait fait en sa compagnie. William Bonin fut donc inculpé de 14 meurtres, 25 vols et viols. Le seul regret que William Bonin va exprimer lors de son procès, c'est celui d'avoir été arrêté. Et il n'éprouvera aucun remords concernant ses actes. Lorsque les preuves vont lui être montrées, il va avouer de lui-même 21 meurtres, qu'il va expliquer en détail aux autorités, froidement, et surtout il va expliquer comment il procédait à chaque fois. Sans surprise, juste après, il va se rétracter, c'est pas vrai, il a jamais dit ça. Le 4 novembre 1981, le premier procès de William Bonin s'ouvre à Los Angeles. Gregory Millet et James Monroe seront les deux complices qui témoigneront à la barre, puisque le troisième s'est donné la mort. Durant leur témoignage, ils vont affirmer que William Bonin leur avait demandé, puisqu'il était en liberté conditionnelle à ce moment-là, de trouver n'importe qui sur la route et de le tuer pour prouver aux autorités que le freeway killer était toujours libre et que ce n'était donc pas lui. Voilà. Très intelligent quand tu sais que justement tes anciens complices ont une chance de témoigner contre toi. Le 5 janvier 1981, les jurés vont rendre leur verdict coupable. Sans surprise. Il est reconnu coupable officiellement de 10 meurtres et de 10 vols et viols, commis dans le comté de Los Angeles, et en 1983, il fut jugé par le comté de Orange pour 4 meurtres supplémentaires et sera de nouveau reconnu coupable et condamné à la peine de mort. 2 fois, du coup. Il fut évidemment accusé d'autres meurtres qui ont été reliés à son cas, mais sera innocenté, entre guillemets, faute de preuves, puisque sans preuve on ne pouvait pas, donc c'est pour ça qu'il a été condamné pour si peu de meurtres, c'est-à-dire qu'en réalité lui-même en avait avoué 21, et on suppose qu'il en a fait un peu plus quand même. Notamment celui de Thomas Lundgren, âgé de 14 ans, enlevé à Reseda le 28 mai 1979. Son corps fut découvert près de Malibu, ainsi que celui de Sean King, 14 ans, disparaît à Southgate le 19 mai 1980. Lui d'ailleurs son corps n'a jamais été retrouvé. Donc ce que je vous disais, il a été suspecté d'au moins 20 meurtres supplémentaires à ceux qu'il a été inculpé, puisque beaucoup de corps vont être retrouvés d'adolescents près d'autoroutes, donc forcément il est relié à lui, dans les comtés voisins de Kern, Riverside, San Diego, San Bernardino. Faut pas oublier qu'il était chauffeur poids lourd, donc il voyageait beaucoup sur les routes justement. William Bonin fut évidemment appel de cette décision. Par tous les moyens, il a essayé de sortir de cette plaide capitale. Il a essayé de passer des accords avec la police en disant justement qu'il avait des informations sur des meurtres irrésolus, qu'il était prêt à témoigner, etc. et de raconter tous ces meurtres et de plaider coupable, on va dire, pour ça. Mais la police judiciaire a dit non. Non, il est déjà condamné à 2 peines de mort, c'est suffisant. Même si je pense que ça aurait été intéressant justement de le laisser parler, mais bon, à ce stade-là, on sait jamais si la personne parle pour sauver sa peau ou pour réellement avouer des meurtres. Mais ce qui va vous faire rager encore plus, c'est que son séjour en prison avait clairement des airs de vacances pour lui. Selon les gardiens de la prison de Saint-Quentin, il passait ses journées à jouer aux cartes avec d'autres tueurs en série. Comme par exemple Randy Kraft, vous vous souvenez ? C'est le tueur qu'on a parlé un peu plus haut, qui aurait sévi à peu près dans la même période, au même endroit quasiment que lui. Et ils se sont retrouvés tous les deux en prison, puisqu'il a été arrêté quelques années après. Et lui, il avait été accusé pour le coup de 12 meurtres. Il jouait aussi aux cartes avec Lawrence Whitaker, qui était surnommé le tueur à la boîte à outils, qui a été condamné pour avoir violé et tué 5 femmes, et en compagnie de Douglas Clark. Lui, il avait été condamné avec sa complice Carol Bundy, et c'est pas la femme ou la mère de Ted Bundy, c'est rien à voir. Ils ont été condamnés pour 6 meurtres, et c'était un couple qui était surnommé à l'époque les tueurs de Sunset Strip. Pendant sa détention, William Bonin écrira également un recueil de nouvelles qu'il va publier. Il va peindre des tableaux qui vont être exposés dans des galeries à Seattle, et va même correspondre par lettre avec quelques victimes, quelques parents de ces victimes. Alors ça paraît un peu bizarre, mais il y avait beaucoup de parents de victimes qui cherchaient simplement des réponses en fait, et puis qui avaient contacté William Bonin pour avoir des réponses sur certains. Il y avait des meurtres qui n'avaient pas été encore une fois jugés à ce moment-là, donc ils essayaient de savoir si leur fils
une des victimes de ce tueur-là. Et à vrai dire, ils seront pas déçus par leurs échanges. Une des mères qui correspondait avec lui va donc témoigner. Et elle lui avait envoyé une lettre pour savoir si son fils voilà, était passé entre ses mains. Et lui aurait répondu que son fils était son préféré. Il était son préféré parce qu'il criait bien. Il s'est jamais excusé de rien et demanda jamais à être pardonné de quoi que ce soit. C'est le 23 février 1996 que William George Bonin sera exécuté par injection létale à la prison d'État de Saint-Quentin. Et sa dernière déclaration fut, je cite, « Je suggère que lorsqu'une personne a envie de faire quelque chose de sérieux contre la loi, avant qu'il le fasse, il devrait aller dans un endroit calme et y repenser sérieusement. » Bon, on dit qu'il n'a pas eu de regret, mais enfin, je trouve que cette phrase sonne quand même comme un regret. Moi, je me trompe peut-être. Aucun de ses parents ne se rendra à son exécution et son corps ne sera jamais réclamé. Voilà comment se termine l'histoire du Freeway Killer ou le tueur de l'autoroute, avec l'arrestation et la condamnation à mort de William George Bonin, qui aura fait en tout, théoriquement, du coup il aura été condamné pour un nombre de victimes succinctes par rapport à ce qu'il aurait réellement fait, puisqu'on compte au moins à entre 21 et 25 victimes réelles. Voilà pour l'histoire de ce tueur, j'espère que ça vous aura plu, que c'était sûrement un peu long, je sais pas combien de temps la vidéo va faire puisque j'ai pas forcément commencé le montage, mais au vu de la longueur de mon texte, j'imagine qu'elle est quand même conséquente. Dites-moi si ça vous plaît, ce genre de format un peu plus long, un peu plus détaillé. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à donner vos avis sur l'affaire ainsi que sur la vidéo ou peu importe directement en commentaire. Et ben on se dit à lundi prochain pour la prochaine vidéo, et sur ce, adieu.